I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Daniel Grenier, bienvenue. Il est où ton gérant? Je sais pas, je l'ai su jusqu'à 18 ans vu que j'habitais avec. Ouais. Mais maintenant, je sais pas. Moi, il me laisse, je viens toujours seul. Puis même quand je fais mes spectacles, mon gérant, c'est rare qu'il vienne. Ah ouais, tu sais qu'est-ce qu'il me disait, moi? Et moi, comme gérant, je suis vraiment hands-on. Je suis toujours là pour mes humoristes. Ben, il est toujours là quand on en a besoin. Ouais. Mais tu sais, il voit bien que j'en ai pas si besoin que ça, à part dans la vie, j'en ai toujours besoin. Sauf Ouais. pour venir dans des spectacles, quand je suis en tournée, il me suit pas. Là. Quand je suis en Abitibi tout seul avec mon auto et mes valises, là, Il n'est pas là. il y a d'autres choses à faire. Et comment ça, les deux, dans la même famille, vous êtes rentrés dans l'humour? Ben, au départ, dans le fond, mon frère, Michel, était gérant d'un HMV à Victoriaville. Puis moi, j'ai fait l'école de l'humour. J'ai rencontré Mike. J'ai présenté Mike à mon frère. Mon frère, j'ai dit, viens à Montréal. Viens, au lieu de vendre des CD de musique, viens vendre des artistes d'humour. C'est le même principe. Ouais, ouais. Donc, il s'est emmené à Montréal, puis il a commencé à être... Ben, il était le gérant des Chicken Swell, puis le gérant de Mike. Puis ça a commencé de même. Ah, c'est à cause de toi? Ben, je pense que oui, à moins qu'il lui... Ben, c'est ce qu'il lui m'a dit. Fait que c'est ça, je l'ai encouragé sur ma venue, parce que je suis venu avant. Puis après, il est venu, puis c'est un bon gérant. Non, c'est un bon job et c'est un bon gars. Moi, je l'aime bien. C'est... Vraiment une bonne personne, puis je suis chanceux que ça soit mon gérant, puis mon frère aussi, là. Puis, oh oui. Oh, de s'approcher au micro? Parfait. Pas de problème. Merci. Puis tu peux jouer avec le volume si tu as besoin, juste en cas. Puis je sais que Michel, lui, il en a d'autres passions. Il est un très bon photographe. Comme lui, il prend des très, très belles photos. Toi, c'est quoi? C'est le motocross? C'est le moto? La moto, j'adore la moto. Pour vrai, moi, j'ai une maladie mentale avec les motos. J'ai quand même 3 motos, là. Plus un 4 roues. Mais dans le fond, quand j'étais jeune, là, c'était... Des fois, à la maison, c'était plate. Notre père était pas top papa. C'était un papa, mettons, absent, puis quand il était là, on avait peur. Fait que les seuls moments qu'on avait du plaisir, c'est quand j'avais du plaisir, c'est quand je m'en allais en moto dans le pit de sable à côté de chez nous. Fait qu'on dirait que, là, en faisant de la moto, je retrouve... Ben là, j'ai eu un enfant, moi, puis mon enfant, mon garçon est maintenant à 18 ans, fait qu'il est parti de la maison, mais pendant 18 ans, je m'occupais vraiment de mon garçon, puis j'ai mis ma moto de côté, fait que je faisais plus de moto, mais quand mon gars est parti, j'ai plus de temps, puis j'ai fait... J'aimais vraiment ça, la moto. Pourquoi j'ai mis ça de côté? Puis maintenant, là, je capote. Je me suis acheté une moto. Ben, je me suis fait voler une moto dans Hochelaga, Maisonneuve, par un gars. Mais... C'est le type de quartier que ça va arriver. mais c'était plus un garagiste en plus. Oh, ouais? Oui. Puis Eric Preach, il avait été à ce garage-là, mais lui, il s'est pas fait voler parce qu'il est allé chercher sa moto avant. Il disait, non, tu vas me redonner ma moto. Puis moi, j'ai été plus naïf. J'ai fait, ah oui, tu vas me réparer. Oui, je te répare. Puis il a disparu. Mais c'est quoi? C'était comme une voleur? Il disait, viens ici pour réparer ton je moto. pense Puis... que c'est un gars qui était dépourvu d'employés et il disait oui, ça va être prêt, mais tout l'été j'ai attendu puis ça n'était jamais prêt jusqu'à ce que je me la fasse voler. Ben, parce qu'il me dit c'est sûr que ça va être prêt la semaine prochaine. Je suis arrivé, il n'y a plus de garage. Puis il était introuvable. Mais finalement, je l'ai retrouvé, il m'a dit qu'il allait me redonner, puis finalement, il ne me l'a jamais redonné. Puis ben, c'est pas grave. Fait que là, j'ai fait, bon, je vais m'acheter une moto. Je me suis acheté une moto, puis là, je me suis promené en moto comme un fou l'été dans la pandémie. Ben, j'ai juste fait ça. J'ai fait comme 15 000 km de moto. Parce que moi, on vient de Victoriaville, moi puis Michel, dans le fond. Puis moi, j'ai une maison à Warwick, proche de Victoriaville, puis il y a des champs, puis les paysages sont tellement beaux. Fait que moi, je pars en moto, puis je me suis raidé au bout. Puis là, ben, le fils à ma blonde, ben, ma blonde, elle a un garçon qui a 14 ans, qui vient à l'école ici à Montréal. Fait que, là, ça me manquait quand j'étais à Montréal. Je peux pas avoir de moto à Montréal, puis je pouvais pas traîner ma moto, tu sais. Fait que j'ai juste acheté une autre moto pour Montréal. Puis là, ben, j'ai une moto à Montréal, puis j'ai une moto en campagne. Mais c'est des petites motos, c'est pas des grosses motos, là. C'est pas comme Preach avec le Hayabusa, là. Non, c'est pas moi, comme ça. c'est des petites motos, puis qui coûtent pas si cher que ça, là, tu sais. C'est des petites motos juste parce que
pour retrouver mon côté enfant tout le temps. Puis là, C'est presque une Vespa. Presque. Celle de Montréal, c'est une Van 200. Ça, c'est Suzuki qui avait fait sortir ça en 1972, puis ils ont recréé. C'est des motos qui allaient sur la beach avec des gros pneus puis des crampons. Fait que, tu sais, le côté enfant en dedans de moi, il est vraiment satisfait avec ça. Puis l'autre, c'est une Svartpilen. Husqvarna fait des motos. C'est comme la compagnie qui fait des chainsaws puis des trompeuses. Bon, ils font des motos. Puis c'est KTM. En tout cas, c'est une bonne moto. Puis là, cet été, ma maladie mentale est allée encore plus loin. C'est que je me suis dit, bon, maintenant, j'ai une moto en campagne, j'ai une moto à Montréal, puis maintenant, quand je vais en tournée, je me suis écrit une joke sur scène que je saute par-dessus une petite autobus jouet, là, comme Evil Knievel. Ah ouais. Fait que là, Sur la scène, juste pour avoir une excuse d'amener le moto, c'est ça? Ah, ça, c'est incroyable. ouais, fait que là, j'ai ma petite. Là, c'est une petite moto de Honda, là, mes miniatures qui va. Tu sais, puis que. Là, j'ai construit. Mais là, c'est en processus. Là, je vais le faire. Là, la semaine prochaine, je vais l'attester pour la première fois. Puis, mais là, j'ai acheté un rack. Là, c'est un peu compliqué pour faire mon gag. Dans 1 an, dans 2 ans, tu vas faire du Destruction Derby sur la scène. J'aimerais ça. Ouais, ils sont où les jokes? Ils vont venir. Je les détruis avec ma voiture. Ouais, fait que c'est ça. La moto, c'est ça que ça fait dans ma vie. C'est vraiment... parce que ce que j'aime avec ça, c'est, tu sais, je retrouve vraiment mon côté enfant. Tu vis le moment présent, puis tu te promènes en moto, puis il y a une odeur de quelqu'un qui fait un feu, tu sens le feu, il y a le foin qui vient de couper, tu sens le foin, il y a le vent, la liberté totale, puis les paysages, c'est de toute beauté. Tu sais, dans le bout de Victoriaville, il y a la Grange perdue. Je ne sais pas si tu connais, c'est une place où ils font de l'humour. Là-bas, c'est un festival international d'humour de Âme-Nord. Ah ouais? Voyons comment il s'appelle, donc, lui qui est sous-écoute avec Mike, là, qui est le bandana, là. Yann, il est allé faire des shows là, il est allé acheter de la bière, il voulait même s'acheter une maison dans le coin là-bas parce qu'il C'est sûr qu'il a fait des ennemis. C'est Yann, il y a une rivalité avec quelqu'un là-bas maintenant. Ouais, c'est quoi, c'est ça, avoir un beef? Oh, Yann, c'est le roi des bifs. Puis j'ai niaisé, j'ai dit une joke hier, je pense avec lui, je dis, c'est drôle, là, Yann, il y a toujours des bifs. Puis après, Mike, il vient voir, puis il est comme, Yann vient de commencer un nouveau bif. Ben oui! Ouais. J'ai vu ça j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait... Ouais, tu sais de quoi je parle. Ouais. Puis apparemment, le beef a terminé vers le soir. Il a dit, maintenant, on est tous des amis. Yann est drôle. Je ne comprends pas. C'est juste pour niaiser, je pense, qu'il fait des beefs. Je pense, ouais, parce que comme nous, il veut être heureux, mais je pense que Yann, à cause qu'il est vraiment intense, si tu le connais pas, tu le prends vraiment sérieux, puis après, tu commences à développer une beef. Ouais. Mais nous, à cause qu'on le connaît, on rit parce qu'on sait que c'est un gars rigolo. Il veut rire, il est content. Hein. Ben oui. Ouais. Ben oui. Mais il a l'air de quelqu'un. Ouais, mais c'est drôle qu'il y a ça. Puis toi, alors que t'aimes ça, tu fais le moto, mais le stand-up pour toi, je demande ça à tous les invités, by the way, pour le Frenchcast ici, parce que, tu sais, juste pour rire, il y a beaucoup d'histoires. Pour toi, le stand-up veut dire quoi émotionnellement? Comme quand tu penses au stand-up, comme tu viens de me décrire toute la perception que tu as sur le moto, puis pourquoi tu l'aimes, le stand-up, pourquoi ça veut dire quoi? Wow! Crème, c'est vraiment une très belle question. J'étais dans un groupe d'humour, moi, avant, qui s'appelait les Chicken Swell pendant 23 ans. Ton frère me disait. Oui. Donc, on a quand même fait beaucoup de choses en groupe. Fait que, ça fait peut-être 8 ans, là, ou 9 ans que je suis en solo, puis j'ai fait plus de shows en 9 ans qu'en 23 ans avec mon groupe d'humour. J'ai tellement joué parce que c'est plus facile de jouer seul qu'en groupe avec un écran. On avait besoin d'un écran à l'arrière, une caméra au plafond, 3 micro-casques. Les endroits pour jouer qui ont ça sont plus limités que quand j'arrive avec moi, j'ai des valises, j'ai beaucoup d'accessoires. Mais pour moi, ce que je recherche le plus, là, ce que j'aime le plus quand je fais de l'humour, c'est faire la joke la plus bizarre au monde puis que les gens la comprennent. Ça, je capote. Alors, c'est la connexion, c'est ça que... Oui, la connexion avec les gens puis que ça devient comme une danse. Tu sais, on danse ensemble puis c'est comme... ça circule puis c'est vraiment comme vraiment une danse. Mais puis
le mouvement fait qu'on rit, tu sais, fait que c'est malade. Moi, ça, c'est ce que je trouve le plus beau dans l'humour, c'est quand on arrive quand le public puis l'artiste réussit à respirer ensemble, tu sais, avoir une symbiose, puis que c'est malade, tu sais, c'est des moments qui sont grandioses, puis tu sors de là, puis, tu sais, moi, ce que j'aime le plus dans une soirée dans n'importe quelle soirée d'humour, c'est ce que j'essaie le plus de faire, c'est de ressentir l'énergie des gens qui sont dans la salle, puis de dire, OK, notre énergie ensemble, c'est à peu près ça. Comment qu'on peut faire pour juste ensemble l'amener un petit peu plus high, tu sais, que où ce qu'elle est présentement. Puis le fait qu'on réussit ensemble à y aller, là, c'est fou. C'est vraiment le fun. C'est difficile à décrire parce que moi aussi, je pense comme toi, c'est cette danse, cette connexion, une idée qui commence dans ta tête, puis tu penses que c'est juste toi qui vois l'humour ou qui pense comme ça. Puis dès que ça sort de ta bouche, de voir du monde qui connecte immédiatement. Ah, je te comprends. Moi aussi, je pense ça. Cette connexion, parce que c'est pas vraiment verbal, c'est pas à cause de qu'est-ce que tu as dit, mais qu'est-ce que tu sens, puis la façon que tu viens de décrire. Puis cette connexion-là, je peux pas la recréer avec n'importe quoi. C'est juste en stand-up que ça existe pour moi. Peut-être si j'étais chanteur, peut-être là, ça peut exister aussi, cette connexion, mais c'est quelque chose que je peux jamais reproduire hors de la scène. Mais l'humour, le fait que, tu sais, comme les chanteurs, c'est rare que Tu ris. vont rire à une chanson plus triste, là. Sauf que quand tu fais un punch, les gens rient en mot t'as dit, là. Puis c'est ça la connexion. Léonard Cohen, peut-être entre ses tunes, ça punchait ses jokes. mais avec l'humour, c'est fantastique. Le rire, c'est malade, là. Tu sais, t'as 200 personnes, 500 personnes qui réagissent à un mot ou à un objet que j'ai sorti. Puis que moi, ce que j'aime le plus dans le fond aussi, il y a plein de choses que j'aime, mais qu'est-ce que j'aime, c'est que souvent, je sors un objet, après ça, je sors un autre objet, puis là, je sors un autre objet, puis là, ce moment-là, là, avant le punch, là, je capote. Que le monde sont comme, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Esti? Mais toi, tu sais qu'est-ce que tu as préparé pour eux. Puis, il y a des gens qui sont pas assez patients, tu sais. Il y a des gens, mais tu sais, quand les gens viennent me voir, moi, ça, il n'y a pas de problème. Mais si je joue au bordel ou dans une soirée il y a des gens qui me détestent, là, parce que c'est absurde, là. Il y a des gens qui sont fâchés, puis ils me regardent, puis il y en a d'autres à côté qui rient vraiment beaucoup, mais juste à côté, il y a des gens qui sont comme, non, ça se fait pas sur scène, puis d'autres sont comme, all right! C'est bizarre. C'est ça, des fois, moi, c'est absurde, tu sais. Fait que l'humour absurde, c'est soit que t'aimes vraiment ou t'es fâché parce que tu comprends pas. Ça, c'est le problème, ça reste avec toi. Si tu comprends pas puis tu te fâches. Ouais. Oui, mais sauf que là, on rentre dans la partie, on veut-tu vraiment faire de la discipline puis éduquer les gens dans notre salle? Je pense qu'il y a cette séparation à cause de Netflix, moi, je pense. Il y a plein de monde qui n'avait pas vu du stand-up en vraie vie, dans les clubs, dans les bars, tout ça. Puis, la première fois où ils ont vu du stand-up, c'était sur Netflix. Netflix, c'est différent en cause que tu vas toujours voir quelqu'un qui est au top. Ça va être ses meilleurs jokes. C'est pas du rodage. C'est pas vraiment comme tu le... Puis, ils vont faire des grands montages. Alors, même des jokes qui habituellement, il n'y a pas beaucoup de rire. Ben, sur Netflix, quand tu le vois, tout le monde rit. Alors, tu vois ça, puis tu as cette perception-là. Alors, quand tu rentres dans le club, dans le bar, le moment vraiment que tu vis quelque chose, tu ne l'aperçois pas. Puis tu es comme, hey, pourquoi est-ce que c'est pas comme Netflix? Moi, je veux que chaque 3 secondes, je ris. Mais ça marche pas comme ça. Puis la danse qu'on fait dans les bars, dans tout ça, les rodages, c'est ça le magie. C'est ça, quand quelqu'un vient te voir, puis il te revoit dans 3 mois, puis il voit les petits détails que tu as changés, eux, ils se rendent compte, puis ils sont comme, oh, shit. J'ai vécu quelque chose, puis je savais même pas que je faisais partie de ça. Alors moi, je pense que Netflix, puis parce que tout est facile à voir sur Internet, je pense que ça a changé la perception. Alors si quelqu'un va te voir, puis tu es au bordel, puis il attend quelqu'un avec un micro ici, pas de prop, pas de rien, il s'en fout que tu es drôle. Lui, il est juste comme, hey, je suis pas habitué à ça. Je viens de me faire habituer à quelque chose d'autre. Je pense que c'est ça. Mais là, c'est ça, là. C'est ce que tu dis, c'est très intéressant, mais j'espère
que les gens ont l'ouverture de dire « Wow, j'apprivoise quelque chose de nouveau ». Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas boire d'autres choses. Mais ce que tu dis, ça a du sens, mais c'est un peu épeurant parce que ça dit quasiment que les gens ont maintenant des attentes puis ont des standards. Fait qu'ils laissent moins de chance aux humoristes, encore moins, parce qu'ils veulent que ça soit comme le spécial Netflix. Ouais. Mais en même temps, tu sais, si les gens viennent avec une ouverture, parce que comme je disais, moi, des fois, il y a des gens qui comprennent zéro qu'est-ce que je fais puis ça les dérange. Mais... Moi, je trouve ça drôle que ça les dérange. Comme il y a un grand problème. Oui, mais ça les dérange. Puis il y a du monde qui sont vraiment... Hey, un moment donné, j'avais fait la première partie de Mike, puis puis moi, j'avais eu du plaisir, puis je pensais que ça l'avait bien... Ben, ça l'a bien été. Puis là, il y a une fille qui m'écrit, elle m'écrit « Bon, je t'ai vu en première partie de Mike, puis je pense que tu devrais changer de métier. » Elle dit « Nous, les fans de Mike, on veut plus te voir en première partie. Tu as été dans un groupe pendant une couple d'années puis ça n'a pas marché. Je pense pas que ça va marcher en solo. » Mais elle dit « Si je te dis ça, c'est parce que je trouve que tu as l'air d'une bonne personne. » Elle m'a dit ça. Moi, j'étais comme, voyons, elle est bien fuckée. Hein? J'étais fâché. Nous, les fans de Mike, j'aime que c'est elle la présidente. Elle représente tout le monde. Puis le lendemain, ben là, j'ai pas réécrit à la fille, mais là, j'étais un peu fâché. Puis là, je m'en allais chercher Mike pour un autre spectacle. Puis j'ai dit, la fille m'a écrit, puis elle m'a dit qu'elle voulait plus que je fasse de l'humour, qu'elle voulait plus que je fasse tes premières parties. Puis Mike, il me dit, je le sais, elle m'a écrit. Ouais, je vais écrire à Mike aussi. Elle est bien craquée. Elle voulait. Mais tu sais, je l'ai vraiment choqué. Puis j'ai pas des jokes offensantes. Je danse avec des chats électroniques. Puis c'est des affaires qui n'ont pas rapport. Mais ça, elle, ça a fait. Non, je vais y écrire. Mais tu vois, l'attente. Ouais. À cause que on s'en fout des résultats, la personne la plus drôle, les attentes étaient différentes. Alors ça choque le monde. Weird. Ouais, c'est weird. Pourtant, si tu vas dans une soirée d'humour, ben, attends-toi à être surpris. C'est ça, l'humour, c'est la surprise. Mais t'es quand même chanceux parce que moi, j'ai fait les deux scènes en anglais puis en français. Puis je vais te dire, puis ça fait 1000 fois que je dis ça, le public en français est meilleur. Ouais. Ouais, ils sont plus acceptants puis vraiment plus chaleureux. Ouais. Ben, pour vrai, là, je parlais de quelques occasions. Ouais, ça, c'est des occasions. Mais je te c'est- dis, au plupart, ils sont vraiment mais bons. Hein. T'as raison, puis je suis vraiment chanceux. Puis souvent, je suis vraiment chanceux parce qu'il y a des gens qui comprennent vraiment ce que je fais. Puis c'est pour eux que je fais mon humour aussi. Puis j'essaie toujours d'aller plus loin pour les amener encore plus dans une folie ou dans des jokes bizarres. Puis tu sais, je suis vraiment chanceux parce qu'il y a des gens dans les dernières années qui ont payé pour venir voir mon spectacle. T'sais, ils ont pris de l'argent de leur poste, puis ils se sont déplacés, puis sont venus dans mes salles. Puis j'ai eu des salles un peu partout dans le Québec, pas des grosses salles, là, mais tout le temps 200, 150, 200, partout, Uh-huh. que c'était tout le temps assez plein. Des fois, c'était sold out, des fois, c'était pas tout à fait plein, mais j'ai pu faire comme 75 shows de mon show à moi seul, partout dans le Québec. Puis les gens qui venaient comprenaient mes jokes, puis amenaient des gens qui pensaient qu'ils allaient comprendre mes jokes. Puis en général, ça a été vraiment une expérience hallucinante. Puis c'est ce qui fait que je continue à faire de l'humour aussi, parce que je vois qu'il y a des gens qui font comme, ben oui, ça marche, des jokes bizarres. Ben, l'autre jour, j'ai fait un show à Saint-Victor-de-Beauce, puis là, il y a un gars qui s'en vient me voir. « OK, man, moi, je pensais que j'étais bizarre avant de te voir. Ça me fait du bien. » C'est ça qu'il a dit. Ah, ça, c'est quand même un bon compliment. Oui, c'est un beau compliment. T'es venu me voir, je veux être la personne la plus bizarre ici. Ouais. Ouais. Et lui, ça lui a fait du bien de voir quelqu'un de plus bizarre que lui. C'est quand même, ouais. La thérapie. Est-ce que tu sens un peu, ça te manque le groupe? Parce que je sais que t'es heureux comme ça, tu fais tout ce que tu veux, mais parce que tu étais habitué, est-ce que ça te manque un peu? Il y a des choses qui me manquent, mais il y a trop de choses qui me manquent pas. Il y a trop d'affaires que je fais comme, ça me tente pas de dealer avec, tu sais, mettons, dealer avec... Les attitudes. Des fois, c'est tellement, quand tu es dans un groupe, c'est tellement important de se parler puis de tout se dire. Ouais. Fait que si quelqu'un il prend une décision sans en parler aux autres, puis qu'il fait, ouais, j'ai pensé à ça, fait que là, le gars, il va venir. Attends un peu, on peut, parle-moi-en avant, puis là, de commencer à faire, de dire, j'aimerais ça que tu m'en parles avant, mettons, d'engager un gars, parce qu'on paye les deux pour ça, puis juste
sais, mais parce que je suis tellement... Mais je l'ai fait, là. Je l'ai fait 23 ans d'un groupe, 23 23 ans ans. au Québec. On a fait tous les galas juste pour rire. On a animé les Oliviers pendant 4 ans. On a joué, on a tout fait des comédies. On a eu une émission de télévision à Radio-Canada pendant 3 ans avec notre émission des Chicken Swell en 2001, 2002, 2003. Puis j'ai mis des perruques, j'ai dealé, je sais c'est quoi créer en couple, en groupe. C'est un couple, c'est quasiment ça, mais c'est vraiment un, tu sais, puis on était 3, fait que c'est un trip à 3, mais pendant 23 ans, tu sais, puis on n'a pas arrêté de créer, pas arrêté. Puis un moment donné, tu sais, on était comme un vieux couple, justement, avec moi et Francis, on s'est connus à la Polyvalente. On a parti des Chicken Swell à la Polyvalente pour se payer une limousine pour notre bal définissant. On a toujours fait ça. On est encore des bons amis, là. Puis c'est juste qu'un moment donné, ça l'a arrêté naturellement. Puis moi, j'ai continué. Puis je te dirais que l'année après les Chicken Swell, ça a été mon année la plus difficile de ma vie, artistiquement, puis monétairement. Puis je voudrais pas repasser par là, mais j'ai continué pareil. Tu sais, j'étais comme OK. Parce que. T'étais-tu anxieux à cause que maintenant, tu étais toute seule? Ben, je savais pas comment faire de l'humour seul. Ça m'a pris 1 an et demi avant d'être bien seul sur scène. J'étais pas capable, je comprenais pas. Parce que, tu sais, nous, on était 3, on jouait avec un 4e mur sur scène, on regardait jamais le public, tu sais. Ouais. On jouait ensemble. Puis un moment donné, l'année après, il a fallu que j'apprenne à me revirer vers les gens puis leur parler directement. Puis ça, c'est une émotion dans le cœur qu'il faut qu'elle se vive vraiment. C'est pas juste... Il faut vraiment que tu le fasses puis tu le ressentes. Mais je n'étais pas capable parce que je ne l'avais jamais appris. Toute ma vie, j'avais fait le 4e mur, puis je savais comment faire la télé, je savais comment jouer le 4e mur, mais me revirer puis m'ouvrir mon cœur aux gens de même, puis dire, OK, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que l'énergie, ça soit comme ça. C'est plus maintenant un sketch. Tu sais, fait que ça m'a pris du temps. J'étais pas capable. C'est moi qui est peut-être lent, là, pour apprendre ça, mais je voulais vraiment le ressentir dans mon cœur pour dire, là, je suis bien, puis je sais que c'est comme ça, il faut que ça soit maintenant. Si je veux réussir à connecter avec les gens, il faut que c'est comme ça. Avant, nos sketchs, on connectait avec, comme si les gens venaient dans la salle puis regardaient une grosse télévision vivante, dans le fond, tu sais, vu que c'est un 4e mur, mais là, ouais, c'est ça. Je sais plus trop où je t'ai rendu. Mais... Puis dans ce temps-là, l'année et demie, ouais. Y avait-tu des moments où tu pensais, ouf, peut-être c'est pas pour moi, je dois trouver une autre carrière, ou tu étais déterminé? Tu as dit non, je dois faire ça. Bien, le premier show que j'ai fait en solo, ça a été un flop total. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis, ça t'a pris combien de temps pour développer ce show-là, ce show solo? 5 ans avant. 5 ans, puis dès que tu le sors, c'était une flop? Non. Je parlais de la première fois que j'ai joué en solo. J'ai fait mon premier 13 minutes. Ça a été un désastre total. Puis j'ai dit à mon frère Michel, je vais plus faire de show solo. C'est vrai, je suis vraiment pas bon. Là, je scrape tout. Ben, j'avais fait, il y a un 3 minutes qui avait été correct sur le 13 minutes. Ouais. Puis là, il dit, t'as un show de bouquet à côté de chez vous demain. Tu veux-tu? OK, je vais y aller, là. Puis ma blonde a dit, vas-y, là, c'est à côté de la maison. Fait que j'ai pris le 3 minutes, j'ai fait un 5. Là, puis il y a quelqu'un qui a dit, hey, je aimé ça, tu viendrais-tu à ma soirée? Je dis, OK. Fait que là, j'ai fait des centaines de shows à 25$, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas pareil revenir dans relève à 40 ans, là, tu sais. Tu sais, quand tu as 18 puis tu te fais payer une bière, tu es content, là, dans une soirée d'humour. Mais là, j'ai une maison, j'ai une voiture, un enfant, puis je retombe dans relève à 40 ans. Fait qu'il a fallu que je réapprenne complètement mon métier. Mais oui, souvent, j'étais comme, c'est peut-être vraiment pas pour moi, tu sais, finalement. Mais un moment donné, tu sais, grâce à Mike qui m'a fait faire ses premières parties, puis j'ai joué partout où je pouvais jouer, je jouais avec tous les jeunes de la relève. J'ai tout appris à connaître les jeunes de la relève. Puis là, il fallait que je jouais dans toutes les soirées. Puis au bout d'1 an et demi, j'ai fait je pense que je me sens à l'aise. Là, j'ai assez de gags sur lesquels je peux m'asseoir, qui fonctionnent bien. Fait que je peux maintenant continuer à roder pour monter mon show. Parce que c'était pas juste monter un show, c'était apprendre comment le faire aussi. Puis au bout de 5 ans, là, j'ai comme sorti mon show. Ça m'a pris 5 ans. Mais ce que je trouve fantastique avec
j'ai l'impression que c'est comme une toile là, qu'on fait, qu'on Ouais. peint pendant 5 ans, puis qu'on la retravaille, puis là, c'est une grande toile de 5 ans que ça prend 5 ans à faire, puis tu retravailles. Puis finalement, tu la sors. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est un message important pour le monde, de savoir que, tu sais, il y a ces moments-là où tu penses comme, ah, je suis-tu fait pour ça, tu sais, je dois changer tout. Mais si c'est une passion, c'est quelque chose que tu as de la qualité, puis tu mets des efforts, comme pour toi, moi, je pense que ça, c'est excellent comme histoire. Ben, je te dirais que, vu Parce qu'il y a plein de monde dans ta place où il aurait juste dit, OK, je fais quelque chose d'autre, je suis plus humoriste. c'est arrivé quelques fois que, mettons, je me rappelle, à ma fête, mon frère Michel m'a donné 500 piastres cash au Saint-Hubert, puis je me suis mis à pleurer comme un bébé là parce que j'avais tellement pas d'argent, là. Puis je pleurais, puis je me rappelle, ma mère était là, tu sais, j'ai 40. J'ai 45 ans. Puis là, ma mère, elle vient me serrer, puis je suis comme, pourquoi je fais ce job-là? Je comprends pas, puis, tu sais, mais j'adore l'humour, j'aime les humoristes, je trouve ça beau, j'adore la créativité. Puis, mais j'ai continué. Puis c'est sûr qu'il y a des fois, je fais comme, tu sais, dans n'importe quel métier, des affaires qui nous énervent. Là. Ouais. On a toujours des doutes. Ouais. Puis cette année, pendant la pandémie, ben, je savais pas trop quoi faire. Puis un moment donné, j'avais été à sous-écoute, puis j'avais dit, moi, j'adore faire de l'humour, mais si je pouvais être payé pour faire du 4 roues, bon, ça me dérangerait pas. Là, pendant la pandémie, il y a un gars qui m'écrit, hey, il y a un poste de pilote de 4 roues qui se libère à Valcourt, chez Bombardier. Je fais, ah ouais, OK. Fait que là, j'ai Mes options, ouais. j'ai une option. Puis finalement, je suis allé passer l'audition toute le Juste en cas. Ben non! Juste parce que j'aime trop faire le 4 roues. Puis, mais pour vrai, finalement, ben, ils m'ont dit, je suis allé, j'ai fait un examen, il fallait que je démonte un morceau de skidoo. Puis après, il fallait que je... En tout cas, c'était long. Puis ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, t'as l'emploi. Puis j'ai fait, ah ouais! Je la veux pas. Ben, c'est parce qu'ils m'ont dit, j'ai dit, c'est quoi? Ils ont dit, c'est 40 heures semaine. J'ai fait, wow, là. Et ça, c'est une job, temps plein. Ben oui, mais moi, je suis pas habitué. J'ai fait 3, quand je travaille 4-5 heures semaine, c'est correct, tu sais, mais 40 heures. Puis finalement, j'ai fait, j'aime vraiment l'humour. Je sais pas si c'est à cause du 40 heures, mais pour vrai, j'ai toujours choisi l'humour malgré tout, tu sais. C'est pas l'humour que t'aimes. C'est le travail temps plein que tu détestes, c'est ça? C'est vraiment ça. J'essaye, oui, mais c'est sûrement ça aussi, parce que ça m'a fait réfléchir, parce que, tu sais, 40 heures semaine, c'est beaucoup de travail sur... Mais, par exemple, c'est de faire du 4 roues, là. On s'entend que je serais capable, puis je serais quand même... T'es capable, mais je sais que tu dis parce que t'as plus de temps pour rien après. Ben, T'es fatigué. Ouais. Ouais. Puis moi, j'aime ça être libre, totalement libre dans ma tête, puis pouvoir justement penser à sauter par-dessus un petit autobus sur scène. J'aurais pas pu penser à ça si je faisais du 4. Peut-être, je sais pas, mais sauf que j'aurais plus de temps, je serais brûlé le soir. Là, je m'irais faire un show, il faut que je me relève à 7 heures pour aller faire du 4 roues. Peut-être que j'aurais plus le même plaisir à faire du 4 roues, mais l'humour, même si j'en fais tout le temps, j'ai toujours du plaisir à en faire 4 roues. J'en fais à l'occasion, puis j'adore ça, mais si, il fallait que je le fasse tout le temps. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais tu sais, comme dans le temps des Chicken Swell, on avait notre émission de télévision, puis il fallait se déguiser souvent. Puis mes amis, souvent, ils me disaient « Hey, on fait un party d'Halloween, on va se déguiser. » J'ai comme « Non, on se déguise pas. » Moi, ça me tente pas. Si je me déguise à tous les fucking jours, je vais pas continuer à me déguiser. Halloween, c'est la seule journée dans l'année où je me déguise pas. On la garde comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai. Mais l'humour, tu vois, je me tente jamais, même si des fois, il y a des doutes, puis que des fois, on fait comme « Ah, c'est tough », puis... mais je me tente... Tu sais, j'ai 48 ans, puis j'aime vraiment ça encore, tu sais. Puis ça a été tough. Là, souvent, ça a été difficile, mais je me tente pas. Tu sais, comme quand j'ai déjà travaillé dans une shop de fromage quand j'étais jeune. OK. Du fromage en grains. Là. À quel âge? Avec quel âge? 18, je pense. À Victoriaville, okay. 16 ans, là, 16 ou 17 ans. Puis, j'étais plus capable de manger de poutine. Je mangeais juste des frites sauce. Mais l'humour, j'ai encore envie de faire de l'humour. Ouais. T'avais-tu un moment où tu savais, puis tu te rappelles du moment où tu es comme « Je suis humoriste ».
c'est vraiment ça que je vais faire, c'est ça que je veux. Y avait-tu un moment où tu peux te rappeler? Mais tu sais quoi? C'est bizarre, en dedans de moi, j'ai jamais, on dirait que j'ai de la difficulté à dire le mot humoriste, mais finalement, oui, parce que je fais rire, les gens rient Ouais. quand je crée des choses, mais j'ai plus l'impression que je crée des affaires, que j'invente des affaires bizarres, mais là, le monde rit. Fait que là, je suis humoriste. Mais au départ, j'ai inventé une crise de gogos en me cassant la tête, puis en faisant, ouais, Chris, ça marche pas comme je veux, ça, puis ça marche pas. Mais, tu sais, c'est weird qu'on appelle ça humoriste le moment que je suis fâché que mon gag fonctionne pas, tu sais. C'est pas de l'humour, ça. Moi aussi, je me fâche quand le gag marche pas. Lui, il sait, il me voit plein de fois où je me fâche. Je suis comme, fuck, pourquoi est-ce que ça marche pas? Mais, tu sais, mais c'est weird, parce que... Dans ma tête, c'était drôle. Mais oui, mais souvent, moi, il y a beaucoup de gags des fois. Il y a des gags des fois que j'ai fait, puis ça a vraiment un flop. Je l'ai mis mon gag en punition. Je l'ai mis de côté pendant, puis je l'ai laissé là. 1 an plus tard, je l'ai ressorti, puis il a vraiment bien fonctionné, puis ça a été un hit. Ouais. Mais c'est parce que c'est weird, parce que j'ai l'impression des fois quand on écrit quelque chose ou qu'on crée quelque chose, on dirait que quand on le crée, c'est comme ça, il faut que ce soit. Mais après, quand on vient pour l'interpréter, c'est comme si, des fois, on n'est peut-être plus sur la coche exacte comment le livrer. Ou on est trop, on l'écrit, puis on avait comme une vision, puis genre, où on était trop en avance sur comment on pouvait l'interpréter. Puis là, si on le laisse mûrir, puis on laisse mûrir notre interprétation aussi, on arrive direct dessus à un moment donné. Des fois, c'est juste qu'ils sont pas... Des fois, ça arrive direct, puis c'est direct au bon moment, puis tout est parfait. Puis des fois, même, c'est parfait, puis après, on le refait, puis ça marche pas tout à fait. Ouais. Puis tu fais, ben voyons, c'est pas normal, là. Puis là, après, tu réécoutes, puis des fois, tu dis, OK, j'étais pas... Tu sais, puis souvent, c'est vraiment une face... Tu sais, de vraiment ancrer le gag en nous, puis de l'enraciner. Puis après ça marche tout le temps. Mais, tu sais, il y a des fois, c'est tellement des mini-détails, là, de 1 milliseconde que tu le dis différemment, ça ne fonctionne plus. Mais c'est tellement des... C'est ça, je dis, ça fait partie d'être humoriste, mais quand tu dis, ça, c'est de l'humour, de gosser sur des milli-détails qu'on coupe au bistouri pour le dire au bon moment, puis si je fais ce mouvement-là après, ça punch encore plus. C'est weird, là. C'est juste, des fois, c'est juste tes yeux. Si tu souris un peu, le joke marche ou ça ne marche pas, c'est incroyable. Puis c'est weird que, mettons, je parle encore, l'humour, que tout ça, d'analyser tout, les yeux, tout, fait partie d'être humoriste. C'est weird. Ouais. C'est weird. Pourquoi c'est pas juste, hey, je vais faire une joke, ben... Puis c'est simple. Non, c'est jamais simple. Puis tu sais quoi, au moins on l'assume. Parce qu'il y en a plein d'humoristes qui n'assument pas. Non, je suis pas weird. On est tous weird. Ben, on doit avoir quelque chose un peu fucké dans la tête pour faire ce métier-là. Moi, je pense que tout le monde est weird. Pas juste les humoristes. Tout le monde a quelque chose de bizarre. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis que... Puis tout du monde bizarre. Ben là, c'est peut-être parce que c'est mes amis, mais tu sais, il y a plein de monde. Même mais tout le monde que je vois, je trouve que tout le monde a quelque chose de bizarre. Ouais. Tu sais, il n'y a pas... Tu sais, crème, tout le monde... C'est ce qui fait la beauté que tout le monde, on est tous différents, puis on a toutes des affaires uniques, puis tu regardes... Puis c'est sûr que l'humour, c'est weird, puis c'est parce qu'il faut... Puis le métier artistique, il faut que tu sois mis avec l'insécurité tout le temps, tu sais. Il faut que l'insécurité devienne comme une danse aussi. Tu sais, que tu fais, ouais, c'est correct, j'ai plus une Christie de scène, mais j'ai confiance que je vais en avoir. Moi, j'ai plein d'idées stupides. J'ai une idée pour toi, mais je pense que peut-être ça peut marcher. L'année prochaine, je pense que c'est la 40e ou la 45e année de Juste pour rire. Ouais. Je pense que ça va être grand. Ils vont faire des grands... Tu penses que ça va être cool? Comme la lutte, il y a une comeback show des Chicken Swell. Tout le monde est en... Qu'est-ce que tu penses? Ça va être cool, non? Personne pense que c'est possible. Vous sortez, peut-être Mike est sur la scène, il fait quelque chose, puis vous sortez. Comme une surprise, ça? Peut-être. On est revenu faire un numéro au 30e. OK. Au 30e, les Chicken Swell, on a fait un numéro. Puis au 35e, je pense.
au 35e. Mais je ne sais pas. Tu sais, dans le fond, moi, je suis le seul qui a continué à faire de l'humour, tu sais. Puis c'est sûr, quand tu changes un peu de métier, c'est différent. Ça va vite, hein? Ça va vite, l'humour, puis ça va vite. Tu sais, tu passes 2 mois sans faire des jokes, puis... Mais là, tout le monde a été égal, là, dernièrement, là. Mais quand, mettons, tu déconnectes 1 an, mettons, du milieu de l'humour, tu connais plus personne. Tu connais plus personne, puis tu sais plus ce qui se passe vraiment. Puis ça évolue, l'humour. Et puis pareil, comme dans le temps, là, tu sais, il y a une époque, c'était d'autres choses, là. Tu sais, maintenant, il y a des soirées de rodage, puis les jeunes humoristes sont ça à coche, là. C'est comme ils travaillent fort. Moi, quand j'étais plus jeune, tu allais d'un chalet une fin de semaine, tu écrivais un show, tu le faisais, merci. C'était souvent ça, les anciens humoristes, là, pas moi, là, mais tu sais, les chicks. Mais tu sais, les anciens humoristes, c'était souvent ça, tu sais, mettons. Puis ça marchait le show pareil, là, tu sais, mais c'était une autre façon de penser. Il y en a que. Puis à ce temps. Mais dans le fond, je pense que. Peut-être moi, là, je suis en train de. Faut pas juger la façon de créer. Il n'y a pas de mauvaise façon. Tu sais, si ça fonctionne pour eux, ben tant mieux. Tu sais, si Mario Jean va dans un chalet puis écrit son show puis que ça fonctionne, c'est parfait. Puis qu'il ne va pas le roder nulle part, mais ça fonctionne. C'est parfait pour lui. Hein? Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, chaque personne est différente. Je sais que Martin Matt, son dernier show, il n'a pas rodé. Lui, il l'a écrit. Il l'a cassé 90 minutes. Il a cassé live. Mais ça, c'est cool. C'est cool, mais ça prend des couilles quand même. Parce que moi, casser 90 minutes, je suis pas sûr. J'ai cassé l'autre jour 12 minutes, puis je me sentais pas bien. Là. C'est tough. Là. Pendant 3 jours, j'angoissais, mais casser 90 minutes de show live, là, faut que tu aies une grande confiance quand même. Confiance, puis je pense que quand tu es dans le rythme, puis tu vas au club, tu es habitué, tu rentres dans une zone, parce que ça m'arrive des fois quand tout marche, puis tout est ouvert, pas comme maintenant, où je me trouve dans des zones que je ne peux pas faire des erreurs. Mais c'est pas tout le temps. Ouais. Il arrive, puis il dépasse ces zones-là. Tu sais, tu rentres dans les zones, puis tu sors. Ils sont toujours comme ça. Mais pour lui, ça, c'est excellent, c'est incroyable. Ça, c'est un moment vraiment spécial. C'est fou. Ouais. Et puis moi, je pense que il y a des moments qu'on est sur scène, là. Moi, il y a des moments que je suis comme, je m'en calisse. Oh, que tu veux même pas être là? Non, mais non, je veux être là, mais c'est comme si je me fous de la réaction des gens. Ah, OK. Que les gens rient ou pleurent ou qu'ils m'envoient. Comme, fuck off, je m'en calisse. Je le fais, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon intention, c'est de vous faire rire. Puis c'est juste ça qui m'appartient, là. Le reste, là, si vous n'aimez pas ça, fuck off. Puis si vous n'aimez pas ça, m'en allez chez nous, puis je vais être quand même content chez nous. Là. Le système Yann Terriot, ouais, j'aime ça. mais dans le sens que le gag, si je l'ai travaillé fort, puis j'ai tout donné ce que je pouvais avant d'arriver sur scène, c'est là que c'est le côté de détachement. Tu sais, je m'en calisse, qui est un peu provocateur, peut-être pas nécessaire, mais le détachement par rapport au résultat. Mais détachement du résultat que tu reçois du public, mais pas un détachement du résultat que toi, tu sens vers le joke que tu vas faire. Ouais. Alors, tu peux être heureux ou pas heureux avec le joke, mais tu t'en fous de qu'est-ce que le public va dire. Ben, tu sais, si, mettons, c'est des gags, mettons que j'arrive et je fais mon show, il faut que je sois dans un état de comme, je vais tout faire en mon possible pour que vous aimiez ça. Ouais. Puis si ça ne fonctionne pas, ben au moins j'ai essayé. Puis faut pas que je me rende trop triste après si ça n'a pas fonctionné. Si tu as essayé, non. Ouais. Si j'ai essayé. Mais tu sais, j'ai toujours. Quand je fais faire des shows, je suis tout le temps comme excité. Puis j'adore ça. Mais il y a des moments que je suis comme, regarde, là, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, là. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Puis c'est comme ça. Puis il y a des fois que. Mais tu sais, c'est sûr, si un gag ne fonctionne pas, ben je l'enlève, là, puis ou je le réessaye, puis après, je le réessaye peut-être encore une autre fois, là, mais à un moment donné, je fais comme, bon, il faut scraper, là, tu sais, parce que c'est le public qui est le meilleur script éditeur au monde. Ah ouais, tu dis ça immédiatement, tu le sens, ouais, c'est instantané. C'est malade, mais encore là,
sais, comme je disais tantôt, des fois, le travail n'a peut-être pas été encore fait par rapport à comment il faut l'interpréter ou, tu sais, fait que, il y a des gens qui comprennent aussi que ce qu'on est en travail, tu sais, quand c'est bien expliqué qu'on est en rodage, c'est le fun aussi parce que les gens sont plus ouverts à... Puis ça les dérange. Puis moi, j'ai appris quelque chose de vraiment, pendant mes 8 ans de solo, là, j'ai appris à respirer. Puis ça, je faisais pas ça avant. Parce que souvent, je testais... C'est une course pour toi? Ben, je faisais mes jokes, puis quand il y en avait une qui ne fonctionnait pas, ben, je continuais au lieu de faire comme... Juste respirer, puis... Bon, Ça change tout. Ça change tout, puis ça fait que ça respire. Ouais. Parce que je respire, puis que si le gag n'a pas marché, c'est pas grave. Ouais. Ça fait chier un peu. Ça fait chier, mais personne n'est mort. La façon où je le regarde, c'est on n'est pas des médecins ni des scientifiques. C'est pas comme si une erreur sur la scène va tuer quelqu'un. S'il y a un métier où on peut faire des erreurs, c'est nous. À moins que tu fasses une joke qui fâche tellement quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre. Je suis pas arrivé à cet extrême-là, mais il y a certaines fois qu'il y a des jokes, il y a des gens qui veulent me tuer, mais ça reste personnalisé juste à moi. Mais dans le fond, tu peux dire, dans ce temps-là, tu peux dire, inventer un scripteur. C'est pas moi l'écrit. C'est lui là-bas, puis tu donnes l'adresse. Ou juste pointer à lui. C'est comme quoi? Lui, il écrit la joke. Tu sais, il est nerveux maintenant, mais il est heureux. Mais il est nerveux parce qu'il est habitué dans notre studio. Ah ouais? Maintenant, il sait tout. Tous les boutons. Mais aujourd'hui, c'est la preuve. Tu sais, c'est un nouveau studio ici. Il vient de créer. C'est votre premier ici? Épisode, oui, à Juste pour rire. Barnouche. Alors lui, il pense maintenant, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'enregistre? Je le vois dans sa face. Puis finalement, t'enregistrais-tu? Ouais, il enregistrait. Ouais. Il est fucking drôle. Alors toi, qu'est-ce que tu vois dans l'année prochaine, puis en avant de toi? Y a-tu des projets que tu veux faire que peut-être à cause du COVID, tu étais arrêté? As-tu des plans? Oui, ben, tu sais, pendant le COVID, j'ai travaillé vraiment beaucoup. J'ai fait pendant 3 mois, je faisais une capsule par jour pour des entreprises québécoises. Ça s'appelait la boîte bleue. La boîte bleue. Oh, Fait que là, ouais. les gens m'envoyaient des produits québécois. Fait que je faisais puis ça me prenait 4 heures par capsule. J'en ai fait 120. J'étais en train de virer fou. J'avais des boîtes chez nous. Ça avait plus de sens. Ma blonde était comme là, faites quoi avec les boîtes? Je suis plus capable de payer. Ça allait aider vraiment beaucoup d'entreprises. Puis ça, c'est une très grande fierté pour moi d'avoir aidé des entreprises pour vrai parce qu'ils me réécrivaient et disaient j'avais arrêté ma chaîne de production puis j'ai réengagé tous mes employés parce que la capsule m'a aidé à vendre encore des produits. Ah, ça, c'est cool. Man, ça a fait... J'ai jamais été vraiment... À la fin, je n'étais plus capable. Fait que je disais, donnez-moi quelque chose parce que je ne le fais plus gratuit. Je le faisais gratuit pendant comme 100 capsules. À la fin, je n'étais plus capable. Je disais, non, j'en fais plus. Puis après, je disais, si vous voulez, je vais... Ben là, c'est un job, ouais. C'était une petite job. Mais j'ai fait ça beaucoup. Puis là, j'ai tourné des capsules. J'ai tellement tourné d'affaires. Présentement, je suis en train de tourner une vidéo, puis je trippe comme un malade, puis je ne sais pas ce que je vais faire avec. Puis là, je suis rendu à 12 minutes, puis c'est muet. Puis c'est absurde. J'ai écrit beaucoup de sketchs muets dans les dernières années, puis ça fonctionne tout le temps bien. Puis j'ai toujours écrit des sketchs assez courts. Mais là, j'ai fait « c'est... » Fait que là, c'est rendu long. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Puis je suis tout le temps en train de je le retravaille. Puis là, ça marche-tu sur la scène ou juste en vidéo? Là, c'est en vidéo. Ah. Pour l'instant, mais je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je suis super content. Je suis vraiment content, puis ça m'apporte beaucoup de plaisir, mais je la donnerai pas, ça. Je le donnerai pas parce que j'ai trop donné de vidéos. Puis je suis écœuré de donner tout le temps. Non, bien sûr, ouais. C'est assez. Si je fais rien que ça, donner des vidéos. Fait que celle-là, je vais la vendre, m'amener en quelque part, ou je vais l'utiliser pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais... Si c'est muet, tu dois parler à eux ici. Ouais. Tu peux utiliser ça, ouais. Je pourrais, mais je suis... tu sais, moi, mettons, dans les... je te dirais, dans les 8 dernières années, j'ai présenté peut-être... mettons une quinzaine de projets à des producteurs qui m'ont tous dit que j'étais génial et qui allaient me rappeler. Puis ils n'ont pas à rappeler. As-tu envoyé Michel? Michel venait avec moi. Si tu veux, on peut envoyer Poseidon. mais pour vrai, ça me dérange pas. Pour vrai,
vrai, là, tu sais, ça me dérange pas du tout parce qu'aujourd'hui, je suis rendu à une place que je le fais pour le garder proche de mon cœur le plus possible. Fait que c'est rendu tellement personnel que là, je le fais, puis je suis vraiment satisfait, puis je travaille fort pour ça. Mais, tu sais, beaucoup de producteurs que j'aime beaucoup, aussi des gens que j'aime qui m'ont dit « Je t'appelle, c'est malade, puis je te jure, nanana, ça va être planétaire. » Puis c'est la vie, hein? Mais non, c'est ça. Dans cette industrie-là, c'est toujours, même si c'est pas un nom, l'attente est vraiment longue. Puis, toutes les portes qui se ferment devant toi, ça n'arrête jamais. Moi, ça m'a pris du temps pour m'habituer à ça. Je me dis, mais est-ce qu'il aime l'idée? Pourquoi est-ce qu'il ferme la porte? Tu sais, pourquoi il ne rappelle pas? Mais maintenant, are you okay? Oh, I saw you snapping at me. Because I saw this. Yeah, we're good. So, parce que je pensais qu'il faisait ça. Alors, c'est comme naturel dans cette industrie qu'on te ferme les portes. Puis, je pense que c'est à nous à juste continuer. Si on a une idée qu'on croit vraiment dans ça, parce que, par exemple, moi, je sais que même avec les podcasts au début, tout le monde disait « on ne peut rien faire avec ça, c'est quoi? » Puis maintenant, il y a plein de monde qui m'ont fermé des portes, qui veut faire partie de ça. Puis je dis « ah non, maintenant, je suis occupé. Oui. Maintenant, je travaille avec d'autres mondes. » C'est fantastique, ça. Mais moi, la seule affaire que je trouve dommage, moi, ça ne me dérange pas de me faire dire non. Fait que dites-moi-les, non. Tu sais, c'est pas genre, t'es génial, c'est sûr qu'on t'appelle. Ah ouais, ben, moi, quand quelqu'un me dit qu'il va m'appeler, j'attends qu'il m'appelle, mais si quelqu'un me dit, hey, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, c'est plate à mort, j'aime bien mieux ça, pour vrai. Moi, honnêtement, moi aussi. J'aime beaucoup plus ça. Parce que là, je peux partir. Hey, mais ça, puis moi aussi, j'aimerais ça être un. Ben, si jamais, j'étais producteur, je dirais non. Elle dit, moi, je regarde, c'est pas pour moi. Ça peut être bon. Puis, tu sais, même, il y a de l'humour. Puis, tu sais, que c'est weird qu'une personne puisse décider, voir si quelque chose est bon ou pas. Ben, attends une minute, ouais, t'as raison. Je sais pas que tout ce que j'ai vécu pour arriver à là. Puis, tu sais, si tu ris puis t'es crampé, il y a peut-être une raison, là. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Puis zéro, je suis pas amer du tout, là, pour vrai. Puis je suis pas fâché de ça, là. Je suis vraiment encouragé par les projets que je fais, puis je trippe parce que ma liberté que j'ai, ça n'a pas de prix. Je suis libre totalement, puis il y a mon frère Michel qui me dit « t'es libre, profite-en », puis ça devient un outil, une force, la liberté, là. C'est ce qu'il y a de plus fort, dans le fond, dans ma créativité, ça devient ça. C'est pas d'être produit par un gros producteur ou tout, que ça pourrait être vraiment le fun aussi, mais il faut qu'ils comprennent que la créativité, ça vaut quelque chose aussi, là, puis que ça peut l'être. C'est bon pour tout le monde, tu sais. Mais en tout cas, je parle de ça, là, mais... Hein? Bien, Daniel, écoute, je veux te remercier d'être venu sur le podcast, puis j'espère qu'un jour, plus tard, après le festival, je vais te rappeler, puis tu peux venir au studio, on va faire une longue version de ça, puis on va en discuter de qu'est-ce qu'on a fait pendant l'été, puis tout ça. Yes. Mais encore, je te remercie. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, Daniel Grenier. Yes. Bon, merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.